l'équipe, c'est Walid San pour AKVLD, l'animé qui vaut le détour et qu'on a walidé. Alors forcément, au menu, il y aura que de la frappe et on va en parler les amis. On va en parler. D'ailleurs, comme disait Fab, je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense et si ce qu'on dit compense notre absence, eh ben c'est ça la récompense. Et ma récompense à moi, évidemment, c'est que tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, t'actives même la cloche pour ne rien louper de l'actualité AKVLD, l'animé qui vaut le détour. T'as capté? Alors, pour commencer, aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Daima. Alors, Daima, est-ce que c'est de la frappe? Non, 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 non et non. Dans ce cas, tu me diras, pourquoi est-ce que je t'en parle? Bah parce que quand c'est du Dragon Ball, c'est incontournable. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est Dragon Ball, tu regardes et après on avise. Non seulement c'est l'exception qui confirme la règle, et en plus c'est le rendez-vous hebdo du moment. Et pour couronner le tout, si tu restes jusqu'à la fin, bon tu me diras c'est subjectif, mais je te partagerai ma note. Bon, déjà avant de commencer Daima, perso, je vous avoue que j'avais un a priori négatif. Négatif pourquoi? Bah le délire de retrouver nos héros rajeunis en mode mini après avoir digéré la saga GT qui est vraiment pas celle que j'affectionne le plus. On va dire j'étais pas chaud de fou malade. Après, on s'y habitue, et pour Goku, et uniquement pour Goku, il y a un petit côté nostalgique, un petit côté affectif même, puisque c'est le Goku de l'enfance et de notre enfance qu'on retrouve avec son petit bâton rouge, son Yoibo pour les connaisseurs, ça rappelle des souvenirs, ça fait plaisir. Mais ça, comme je l'ai dit, ça marche que pour Goku. Pour les autres, wellou. Les autres, on s'y habitue, il y a un petit côté mignon, et puis on rentre dans une histoire assez sympa, entraînante, un peu relou des fois, mais on va rentrer dans les détails. Donc, on se situe chronologiquement tout juste quelques mois après l'arc Boo de Dragon Ball Z, et on découvre un nouveau monde, le Daimakai, le monde des démons, dont Dabra en était le roi justement à l'époque. On a donc deux antagonistes, Degetsu, qui se trouve être le petit frère de Shin, dit Neptune, et Goma, qui est son supérieur. Ils sont en train justement de regarder ce qui se passe sur Terre et précisément à l'époque de l'arc Boo de Dragon Ball Z. Et là, accrochez-vous les amis parce que d'entrée de jeu, c'est de la frappe atomique. Mais quelle surprise! Et tout fan de Dragon Ball que t'es, tu peux pas y rester insensible. Si t'as kiffé DBZ, impossible! On a juste droit à une incroyable rétrospective de l'arc Boo, du Majin Vegeta énervé, en veux-tu, en voilà. Non, franchement, c'est une très très belle entrée en matière. Je vous le dis, perso, moi, j'étais pas prêt. Déjà, pour le côté nostalgique, et ensuite pour la qualité d'animation de fou malade, en couleur, dynamique, j'ai même envie de vous dire dynamique, tellement c'est stylé sa mère. Tu ziotes ça dans le canapé, t'es au max. Niveau direction artistique, c'est une véritable masterclass. Non, vraiment, pour un démarrage, ils nous ont mis au beurre. Pâtisserie. Bah ouais, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus un bonbon, c'est une pâtisserie, mon ami. Par contre, petite parenthèse, en tout bon fan que je suis, je me suis mangé ce que j'appelle le retour de Crick, le revers de la médaille, le truc bien moins sympathique, aïe aïe aïe. Je m'explique. Quand tu retrouves l'animé de ton enfance dans une animation avec une telle qualité, un tel dynamisme, qu'est-ce que tu te dis au final? Bah pourquoi vous nous refaites pas ça sur tout Dragon Ball et Dragon Ball Z, comme ça, à la sauce 2025? Bah non, on n'a pas le droit. C'est comme si tu étais dans un resto 25 étoiles de fou malade. On te donne une carte de dingo. Tu vois passer des plats de psycho. Et on te dit, bah non, reste en chien, tu manges pas. Ah si, tiens, il y a un peu de sardines là et du taboulé. C'est génial. Donc, on a ces deux nouveaux antagonistes, Goma et Degetsu, qui découvrent nos héros, leur puissance et leur capacité au point d'en être effrayés. Les voyant venir à bout du puissant Majin Buu, du coup, je t'ai fait une phrase de bout en bout, ça passe. Parce qu'en plus d'avoir peur, il y a une certaine Harinsu, sœur de Degetsu, pleine de vices, aux allures de manipulatrices, qui se jouent de leur peur littéralement en leur disant juste avant de s'éclipser qu'ils sont pas à l'abri que nos Saiyans préférés débarquent dans leur monde. Donc t'as ce petit Goma à côté d'un Degetsu qui se veut rassurant, qui panique complètement et qui décide de prendre les devants. Pendant que Goma discute de son plan avec Degetsu, un espion du nom de Glorio les guette. On découvrira plus tard les intérêts de qui il sert vraiment. C'est sur cette note que prend fin ce premier épisode de 30 minutes pour le lancement de cette saga qui, ma foi, semblait plutôt prometteuse. Deuxième épisode de Dragon Ball Daima et non pas Dragon Ball Drama, quoique sur certains aspects ça aurait pu être le cas.
On a donc ce fameux Goma qui débarque sur Terre aux côtés de Neva et Degetsu. Ils mettent à l'amende Mister Popo et le pauvre petit Dende dans son palais. Neva qui sans difficulté avec ses pouvoirs de Super Namek réunit les Dragon Ball et les restaure en un clin d'œil devant un Degetsu qui a soigneusement appris la formule pour pouvoir les utiliser. Goma se fait donc exaucer son premier vœu par le dragon, rajeunir nos héros et toute la clique qui va avec, ou du moins les rendre mimi. La nuance a son importance, car on pourra constater que ces derniers, malgré le rajeunissement qu'ils subissent, conservent quand même leur cerveau d'adulte. Pour ces deux autres vœux, du coup, c'est mort, puisqu'on a un dragon qui met des bâches normales, dans le plus grand des calmes, en mode videur de boîte de nuit. Je cite, « Les vœux en plus, c'est pour les habitués ». Elle est pas mal, celle-là. Goma, frustré et dans un souci de verrouiller son vœu, décide sans pitié d'embarquer Dende, réduit lui à l'état de bébé, pour que les Dragon Ball, justement, ne soient plus du tout réutilisables. Malin, le petit Goma. La situation s'éclaircit donc pour nos amis lors d'une visite au palais de Dende et un échange avec Mister Popo, réduit lui aussi à l'état de mini. Pour nos héros, l'objectif se dessine, débarquer au Daimakai pour utiliser les Dragon Ball de ce même monde et dans le même temps délivrer Dende, ce qui implique forcément de vaincre les Tamagami, gardiens de ces mêmes Dragon Ball créés par le vieux Neva. Dans cette même dynamique, Kibito ramène le vaisseau de Shin pour que Bulma le restaure, Goku qui dans le même temps a la brillante idée de récupérer son Yoibo, son célèbre petit bâton rouge, pour retrouver ses aptitudes d'enfance au combat. Compte tenu de la difficulté qu'il a à s'adapter à son nouveau petit corps, c'est plutôt une bonne idée. Et on a ce mystérieux Glorio qui déboule normal, il débarque comme ça, comme une fleur, devant nos amis méfiants pour demander à Goku de venir avec lui dans le Daimakai, dans le but justement de faire tomber le roi Goma, qui d'après Glorio serait un djinn maléfique. Oui, malgré son apparence clownesque, ce Goma est bel et bien un petit genoun. Eh ben tiens donc, c'est un petit genoun et c'est le nouveau roi du Daimakai. Glorio serait donc en mission secrète pour mettre fin au règne de ce dernier. Mais qui en est vraiment le commanditaire? Une réponse à venir dans quelques épisodes. Une première équipe constituée de Goku et Shin rejoint donc ce visiteur, pendant que Vegeta, lui, reste sur le banc de touche, et là évidemment mauvaise. Mesquine Vegeta. Ils l'ont encore pas respecté. C'est pas bien. Et on enchaîne sur l'épisode 3, notre première équipe qui voyage aux côtés de Glorio dans son vaisseau. On découvre donc la douane du Daimakai, de véritables douaniers, des genres de poissons géants mécaniques qui ouvrent l'accès en échange d'un code PIN. Ouais, on est sur de l'allumage de téléphone carrément. Et on arrive enfin dans l'un des mondes de ce fameux Daimakai à l'atmosphère bien différente. L'air y est plus lourd, donc les déplacements sont plus compliqués. La suite agrémentée par de petites péripéties totalement inutiles qui au final ralentissent bêtement la narration plus qu'autre chose. On peut contempler une statue de pierre à l'effigie de l'ancien roi qu'on connaît, Dabra, lui qui à l'époque pouvait être transformé en pierre sur un simple molar. On peut y voir là un petit clin d'œil. Et là, on a les Kaira du Daimakai qui accueillent nos amis comme il se doit et se font manger comme il se doit. Dans le genre phase sans aucun intérêt, on est plutôt très bien et c'est pas fini. Nos amis se rendent dans la ville la plus proche pour prendre un hôtel, une petite bagarre de saloon et encore juste des amuse-gueules pour notre petit Goku. Dodo à l'hôtel pour nos amis qui se réveillent au petit matin et s'aperçoivent qu'ils se sont fait lever leur vaisseau. C'est fou ce qu'on s'éclate. Franchement, la cadence là, waouh! Autant on avait démarré en Ferrari, t'as vu? Et là, on se retrouve en 2 chevaux carrément. Ah, c'est dur le changement. Le changement, c'est maintenant, et c'est maintenant qu'on s'emmerde vraiment. Épisode 4, et c'est une cadence toujours aussi effrénée, digne de celle de Franklin la Tortue. Ma parole, on dirait c'est Jimo, il raconte l'histoire. Si tu regardes ta montre pendant l'épisode, c'est normal. Donc, nos amis sont à pied, ça marche, ça vole, puis ça marche, puis ça vole, et ça remarche, et ça revole. Quelle ambiance! L'épisode s'appelle Trop bavard, et franchement, ouais, il porte bien son nom parce que ça parle trop pour rien. On nous montre un peu la faune gigantesque de ce monde, c'est encore génial. Voilà, un piranha qui sort de sous terre, c'est super. Un géant bourrin qui passe et agresse Goku à coups de massue. Bon, sans surprise, il se fait savate, évidemment. Ça raconte rien, l'histoire est encore au point mort.
À un moment donné, je sais pas, repasser la première et la deuxième, puisque là, bon, bah, ils arrivent dans la ville suivante, hein. Enfin, j'ai envie de dire, ça bouffe dans une petite taverne et par chance, le propriétaire dispose d'un moyen de locomotion qui peut te projeter à 120 km. Donc, ils vont vraiment gagner du temps. Par contre, kamikaze, hein, le moyen de transport, hein, vraiment, faut s'accrocher. Bref, de blabla en blabla, ils continuent de marcher. Ah bah, il nous avait prévenu avec le titre de l'épisode, hein, en même temps. Hein. Je veux dire, un homme averti en vaut deux, c'est vrai, mais quand même. Donc, on avance enfin un tout petit peu dans l'histoire quand Goku, Shin et Glorio aperçoivent la milice du roi Goma en train de piller les pauvres villageois. En fait, c'est quoi? C'est du racket en bande organisée, sous peine de leur prendre des années de vie en moins s'ils ne payent pas l'impôt réclamé. Ce sera donc l'occasion pour nos amis de faire la connaissance d'une mystérieuse rebelle masquée à qui Goku va prêter main forte. On découvre alors le personnage de Pansy, qui n'est autre que la fille de Kadan, le roi du troisième monde du Daimakai, qui a lui-même missionné Glorio dans le but de trouver de puissants guerriers pour déchoir Goma de son titre. Voilà. Enfin, on arrive en sueur à l'épisode 5 et il était temps. On a donc nos amis qui font plus ample connaissance avec la petite Pansy. On découvre alors que c'est une petite princesse puisque c'est la fille du roi Kadan, le souverain du troisième monde du Daimakai, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Elle va donc emmener nos amis dans son château pour les présenter à son père et apparemment, il attendait déjà Glorio, qui on le découvre à cet instant, avait pour mission de lui ramener des guerriers puissants. Mais la question, c'est quoi maintenant? Pour qui travaille vraiment ce Glorio? Les intérêts de qui sert-il vraiment? Il lui présente donc nos amis qui manquent cruellement de crédibilité à ses yeux du fait de leur apparence de petit enfant. Le roi Kadan décide alors de les tester et évidemment, il est agréablement surpris, pour ne pas dire ébloui, par la performance de Goku. C'est enfin l'occasion pour nos amis de se faire réapprovisionner par le roi Kadan qui les équipe même d'un nouveau vaisseau. Ah ouais, Kadan, là, il les a mis bien de ouf. Et là, c'est pile poil le moment où on fait la connaissance du personnage qui pour moi est le plus marrant, le plus gaulerie de l'aventure. Le gars porte juste un nom d'hôtel. Alors c'est pas Hilton ni Mercure, j'ai nommé Ibis. Perso, je me lasse vraiment pas de le voir tellement c'est des barres. Aussi bien dans l'apparence que dans l'attitude, les punchlines, il me régale. Lui, son mood, c'est quoi? C'est le je m'en bats les couillisme le plus total. Alors Ibis est envoyé sur Terre par le roi Kadan pour amener Piccolo, Bulma et Vegeta dans le Daimakai, pendant que Pansy, elle, repart aux côtés de nos amis dans le nouveau vaisseau fourni par son daron. Et voilà, fermez le rideau. Épisode 6, Dragon Ball Daima, et là il se passe que dalle. On navigue dans le grand Welu. Mais c'est pas le Welu. Là, c'est tellement il y a rien, c'est le Welu. Donc, panne de vaisseau pour nos amis. Faut savoir que dans cette œuvre, les pannes de vaisseau sont monnaie courante, hein, c'est la routine. Et Pansy en mode mécano. Et la BAC du Daimakai, toujours en recherche de Goku, qui les interpelle. Et heureusement qu'il était caché en train de faire ses besoins. Je dirais même plus qu'il était en plein Kakaruto. Ça passe. Nos amis décollent de nouveau. On en apprend un peu plus sur l'espèce de Chine, à savoir les Glind. Bon, bah apparemment, ils naissent dans les arbres hein, et ils ont pas de genre. Donc, faudra m'expliquer pourquoi il y en a qui ont l'apparence de femmes, comme Arinsu, hein, qui est sa sœur dans ce cas. Ça aussi, en termes de cohérence, c'est plutôt pas mal. La nuit tombée, n'ayant pas d'hôtel dans le secteur, il se réfugie dans une grotte et tombe sur un minotaure. Ou plutôt, un minotaure, parce que c'est censé être une menace, et ce sera évidemment pas le cas. Aussitôt, les rôles sont inversés à la suite d'une confrontation entre Goku et Glorio qui se disputent la place de celui qui s'en chargerait. Un événement sans grand intérêt pour l'histoire, si ce n'est apporter sa petite touche d'humour. Et on finit sur ce qui sera le début de l'épisode 7, à savoir du côté du trio Bulma, Piccolo, Vegeta, ça peine à démarrer, faute de vaisseau opérationnel à cause d'une pièce manquante. Je vous ai dit, les galères de vaisseau dans Dragon Ball Daima, c'est la routine. La pièce manquante, en l'occurrence, c'est un minéral qui se trouve que dans le Daimakai, mais fort heureusement, le frérot Ibis tombe à pic pour enfin les ramener. Ouf, à la bonne heure, ils vont enfin pouvoir décoller. Épisode 7 DB Daima, on enchaîne sur cette suite du voyage qui a enfin commencé pour notre trio Bulma, Piccolo, Vegeta aux côtés du frérot Ibis. Ibis qui est vraiment pas trop pour mettre de l'ambiance.
On a droit à des échanges entre lui, Bulma et Vegeta pour le plus grand plaisir de nos abdos. Côté humour sur Daima, on est pas mal quand même. Ensuite, il y a encore la milice, la BAC du Daimakai en recherche de Goku qui les chasse et interpelle. On comprend alors que la BAC de Goma retrouve facilement la trace de nos amis grâce au scan du collier de Ponzi qu'ils avaient fait lors de la première interpellation. Goku se cache mais les soupçons pèsent sur eux, notamment sur Ponzi en tant que justicière masquée. Elle se fait embarquer, donc ça part en cacahuète, bagarre, leur renfort débarque. Le coup de foudre envoyé sur eux par Glorio, Shin qui lui aussi fait des siennes, et bien sûr Goku qui finit le taf. L'occasion pour nos amis de changer de vaisseau en récupérant un de ceux de la BAC qui est beaucoup plus efficace que le leur, parce que ouais, la milice du Daimakai elle dispose de vaisseaux beaucoup plus rapides que ceux des autres. En même temps, c'est normal, c'est la BAC. Shin qui débarrasse Ponzi de son collier GPS et dans le même temps, on apprend son prénom original, Nahare. Et voilà, fin. Mais une fin somme toute avec un bon présage pour la suite, puisque Goku se trouve enfin face à un de ses fameux Tamagami. Enfin, on enchaîne sur l'épisode 8, et là je dis oui, oui. Oui. Animation pour un grand champion. Tu l'as compris, je valide totalement cet épisode. On l'a enfin, on le tient ce super épisode, bordel. Une animation aux petits oignons pour cette confrontation Goku vs Tamagami Number 3, ça pète sa mère. Là, on l'a, the combat, the fucking fighting. Hala! Je dirais même plus, et c'est de rigueur d'ailleurs, Tsugoi, Subarashi. Omoshiroi Dragon Ball anime o manga mieru. Hanto ni yokatta! Ouais, je sais, mais j'ai pris 20 piges, que si tu veux. 20 piges fermes d'anime japonais Vostefr. Version originale sous-titrée en français. Ça laisse des séquelles. Donc on a un vainqueur, Goku, évidemment, qui remporte la Dragon Ball numéro 3 face au Tamagami numéro 3. Ça, tu l'as compris. Et il remporte également avec brio l'énigme d'après-combat, puisque la victoire totale face au Tamagami se veut aussi par la résolution du petit problème après combat. Bon, bah là, pour le coup, c'était un petit bonto. Vous savez, ce fameux jeu où il faut trouver sous quel gobelet se cache la boule. Bon, bah là, c'était plus un bonto, le machin, c'était un Dragon Ball To. C'est sans grande surprise, finalement, qu'on découvre que ce fameux Glorio était en fait un agent double à la solde de la sournoise Arinsu, l'informant aussitôt de l'acquisition de la Dragon Ball numéro 3 par Goku. Et nos amis sans soupçon, hormis ceux de Shin depuis le début qu'il avait flairé, décollent de nouveau aux côtés de Glorio, toujours en pilote. Pendant ce temps, très intéressant, on voit Goma et Degetsu qui analysent encore dans le détail des passages de l'arc-bout. Bon, ils ont un délire avec cette période, ou peut-être qu'ils sont fans, je sais pas, ça tombe bien, moi aussi. Notamment ce fameux souvenir épique et inoubliable du sacrifice de Majin Vegeta, lorsqu'il se faisait exploser pour vaincre Buu, et avec un zoom bien précis sur l'image, on découvre qu'Arinsu était déjà là, à ce moment précis, en train de récupérer des fragments de Buu éparpillés par l'explosion des sacrifices de Majin Vegeta. Et moi, je trouve ça super de revenir sur des moments inoubliables du passé en y intégrant de nouveaux éléments pour nourrir l'histoire qu'on nous raconte. C'est très pertinent puisque dans le même temps, Arinsu se rend avec ce fragment de Buu auprès de la sorcière Marba dans le but de concevoir un être surpuissant à l'essence de Buu. Bon, a priori, la Marba, là, elle n'est pas à son premier coup d'essai. D'ailleurs, on apprend qu'en vérité, ce n'était pas Bibidi, le père de Babidi, qui avait créé Buu, mais bel et bien cette sorcière sur la demande de Bibidi. Omoshiroi, j'ai envie de dire. Bon ben là, encore une fois, on touche au lore de Dragon Ball Z, et franchement, c'est pas pour me déplaire. Ensuite, on a le roi Kadan fou de joie qui fête la victoire de Goku. Il contacte Ibis pour l'en informer ainsi qu'à l'équipe qui l'accompagne. Et là, je vais pas vous bluffer. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. L'épisode se termine en beauté sur une touche d'humour. On a droit à un Ibis dans le plus grand des calmes en mode punchline qui termine Vegeta et qui le contrarie pour le plus grand plaisir de nos abdos. Décidément, cet épisode est pour moi parfait. Du début à la fin, on a de tout. De l'action, de la qualité, on en prend plein les yeux, on avance dans l'histoire et de surcroît en touchant au lore de toute une époque. Et cerise sur le gâteau, on finit sur une bonne barre de rire. Que demande le peuple ?
Dragon Ball Daima, épisode 9. Malheureusement, la joie de l'épisode précédent n'était que de courte durée, parce que celui-ci, je vous le dis tout de suite, franchement, nul à chier. D'ailleurs, ça vous aura pas échappé, oui, je me suis rasé pour garder une cohérence et rester en adéquation avec l'ambiance de l'épisode 9, c'est-à-dire fumer. Oui, Fumax de chez Eclatax. C'est vrai que moi, perso, sans la beubare, je trouve ça Eclatax. Après, j'ai gardé la moustache. Oui, la petite stache de l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre. Ouais, dans les animés, j'ai de la bouteille. Mais comment on peut nous faire subir un revirement pareil? Non, mais sérieusement, c'est les montagnes russes, le machin. Dragon Ball Daima, épisode 9, ou comment passer de frappadingue à tabasser. Ah ouais, mais là, dans le genre ascenseur émotionnel, on est plutôt pas mal. C'est comme si que je passais d'un hammam avec un super massage, hein, vraiment, à douche froide au Karcher, carrément. Sinon, cet épisode numéro 9 de Daima, moi, je peux te le résumer en 3 lettres et une syllabe. Pause. Oui, j'ai pas peur de le dire, je dis les termes. Dragon Ball Taz. Donc, on a un Goku et son équipe qui vont à l'hôtel, Dragon Ball dans le sac, et là, t'as deux crapules, dont un genre de ptéranodon ou ptérodactyle sans charisme au possible, qui les remarquent. Forcément, leur plan, c'est de les tchourave et tirer un bon prix de cette boule de cristal. Les malfrats font diversion, s'emparent de la boule de cristal, Goku les prend en chasse, et là, ils galèrent un peu. Non mais là, dans le genre incohérence qui fout le mort, on est vraiment plutôt pas mal du tout, hein. Alors là, on est servi. Donc sans surprise, Goku récupère la Dragon Ball et en toute franchise, qu'est-ce qu'on s'emmerde? On est vraiment sur de l'inutile, mais alors dans toute sa splendeur. Ensuite, nos amis décollent le lendemain matin, hein, puisqu'ils vont pas s'éterniser. Et puis pendant ce temps, t'as Vegeta et compagnie qui se font voler leur vaisseau. Parce que oui, hein, décidément, les galères de vaisseau dans cette œuvre, c'est monnaie courante. Voilà. Donc, tu as Ibis qui leur apprend que les coupables sont ceux qui ont mis à l'amende Vegeta la veille, dans une sorte de boîte de nuit intergalactique. Alors oui, hein, on a le droit de la belle figure martiale de Vegeta, mais franchement, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vraiment. Mais le seul truc intéressant dans cet épisode, c'est qu'on remarque que la ceinture qu'a Ibis autour de la taille est en forme d'œil. Au niveau de la boucle, là, il y a un œil qui bouge même pas d'ailleurs. Et là, on comprend quoi? Eh ben, on comprend tout de suite qu'il s'agit de cette fameuse relique tant convoitée depuis le départ, à savoir l'Oculus terrien. Eh ouais, on y vient. Pendant ce temps-là, Goma et Degetsu avec un train de retard, bah ouais, hein, évidemment, à force de planer sur leur grand écran 4K, ils sont toujours à la traîne, ceux-là. Ils s'aperçoivent tout juste, et il était temps, que nos amis ont pénétré dans le Daimakai. D'ailleurs, en termes de découverte, ils sont pas au bout de leur surprise, parce que maintenant, ils savent aussi pour la Dragon Ball récupérer. Et du coup, t'as Goma qui pète un plomb, vu que il en conclut que le Tamagami numéro 3 s'est fait aussi tabasser. Enfin, les deux équipes de nos amis se retrouvent. Voilà, il était temps. Depuis combien d'épisodes là? 9. Hein. Mais les retrouvailles ne sont que de courte durée. Ça, c'est génial. Ça fait quasiment 9 épisodes, ils se sont pas vus. Ils se retrouvent, limite, il n'y a pas le temps de boire un café. Bravo. Je sais pas, faut arrêter vos conneries à un moment donné, je sais pas moi. Sinon, on a les petites Kaira du Daimakai qui avaient volé le vaisseau de nos amis qui refont surface et ils débarquent normal, croyant les mettre à l'amende. Bon, évidemment, ce sera un amuse-gueule pour Vegeta, hein, qui s'en charge d'ailleurs avec la classe qu'on lui connaît. Il en laisse quand même un peu pour Piccolo, histoire de l'occasion pour eux de récupérer enfin leur vaisseau. Et pour clôturer cet épisode 9, on revient sur Harinsu et Marba qui finissent de concocter là, leur petite potion à base de fragments de Majin Buu et graines de Saibamen pour donner naissance à quoi, ou plutôt à qui? Celui qu'on nommera Majin Ku. Et on notera que pendant leur préparation, la graine n'est pas plantée profondément, à 5 cm précisément, ce qui du coup donnera une ressemblance assez proche d'un Saibaman, tout en ayant ce mélange avec un Majin Buu version Kid Buu. Sa première mission test sera donc de vaincre un Tamagami pour en récupérer la Dragon Ball. Qui est ce nouvel arrivant? Que vaut-il vraiment? Écoute, reste branché encore quelques instants et on va y venir gentiment. Épisode 10, on a donc ce nouveau personnage de Majin Ku qui, comme attendu, va se mesurer au Tamagami et pas n'importe lequel puisqu'en l'occurrence, il s'agit du number one. On a pour le coup un Tamagami plutôt stylax, en mode charismatique, plus affiné que le numéro 3, armé d'une épée avec une grande lame à dents, un début de confrontation agrémenté par une musique plutôt sympa et un Majin Ku qui, de par son attitude, évoque un peu de boue. Et pour la rime, oui, je vous l'avoue, faut croire qu'il rend bien les coups. Je valide du coup, sans difficulté, ces premiers échanges. Un bref retour sur nos amis avec le vaisseau qu'ils ont gentiment subtilisé à la bac du Daimakai.
Du coup, il passe la douane du géant poisson mécanique en usurpant la BAC. Et pour des questions de priorité, plutôt que d'aller délivrer bébé Dende maintenant, bah, tant qu'à faire, ils rejoignent directement le monde numéro 1 et ça passe comme du beurre. Et là, on retrouve la deuxième équipe de nos amis en compagnie du frérot Ibis, mon pote. Ouais, c'est mon pote. On le retrouve pourquoi? Pour passer de beurre à Nutella. Parce que oui, là, c'est vraiment un pur moment Nutella. Un régal, cette petite parenthèse humoristique. On a Ibis qui récidive de plus belle dans la punchline. Il fait du rentre-dedans à Bulma devant Vegeta dans le plus grand des calmes, mais alors normal. Ibis, je vous ai dit, hein, lui, son indo, son mode de vie, c'est littéralement le je m'en bats les couillisme le plus total. Non, mais vraiment, comment il s'en bat les reins, le machin. T'as Bulma qui se réjouit d'avoir une peau douce parce qu'elle est rajeunie. Et lui, il lui sort quoi? T'as la peau douce, donc tu pourrais être ma petite amie. Donc forcément, et on l'attendait, t'as un Vegeta qui pète les plombs et qui lui dit « Ferme-la, c'est ma femme dont tu parles !» Ibis, encore une fois, normal et dans le plus grand des calmes, il lui sort « Orewaki ni shinai ». Genre, ça me dérange, app. Vegeta qui rétorque « Moi si, tu veux pas que je t'en colle une ?» Et l'autre, tellement il s'en bat les calmes, mais alors jusqu'au bout, il lui répond même pas. Tout du long, il le regarde même pas carrément. Pire, il sort à Bulma, t'as épousé un type avec des drôles de cheveux. En plus, Ibis, t'as vu son côté rien à foutre là. Tu vois, son côté je m'en bats les reins. Bah c'est écrit sur son visage. C'est-à-dire que ce personnage est dessiné pour être comme ça. Notre équipe Goku, Shin, Ponzi et Glorio qui découvre le deuxième monde du Daimakai sous les yeux d'un Goma contrarié qui les guette depuis son écran. Alors lui là, il a la 5G, la 4K, il capte tout, il peut vraiment tout voir, tout ce qui se passe de n'importe où, n'importe quand. Par contre, il est nul, hein. Je sais pas moi, avec un atout pareil entre les mains, pour être là où il en est, c'est vraiment que c'est pas une lumière le mini Jnoun là. Bon, apparemment l'air y est beaucoup plus légère hein, dans ce monde numéro 2 du Daimakai, on peut donc y voler plus vite. D'ailleurs, en survolant le lac, ils évoquent l'existence d'un kraken, donc de faire gaffe de pas voler trop bas au risque de se faire ravaler parce que kraken est crack, hein, j'ai envie de te dire. Quand soudain, un énième assaut de la BAC du Daimakai, 5 vaisseaux à leur trousse qui canardent, chassent dans les airs et leur vaisseau est touché. Et là, pour le plus grand plaisir de vieux fans qu'on est, ce petit côté nostalgique que l'on vient chercher, on a Petit Goku qui prend les devants, sortant du vaisseau pour lancer l'assaut sur l'ennemi. Petit clin d'œil sympa, façon Dragon Ball précisément, Petit Goku vs l'armée du ruban rouge. On retrouve vraiment cette scène où ils savataient leur hélico avec son petit Yoibo et je dois dire que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, Kakaroto! Et tout ça évidemment sous les yeux ébahis de Goma et d'Egetsu, constatant non pas l'étendue, mais juste un petit échantillon de sa puissance. Mais les épreuves continuent après la BAC du Daimakai, nos amis volant trop bas se font finalement flairer par le Kraken. Et on te l'a dit, Baba, vole pas trop bas, sinon quoi? Bah il te craque le Kraken. Bah voilà. Le Kraken, ce monstre marin qui finit par plier le vaisseau, et Goku qui sauve Panzi in extremis. On revient sur Majin Buu qui est complètement dépassé par le Tamagami numéro 1 avant de nous remontrer un Goku qui a encore faim et se restaure avec un Résuroptère. Résuroptère, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le haricot magique du Daimakai, mais en plus dégueulasse avec la faculté de te passer la faim. Il rejoint donc l'équipe de Vegeta en vol pour les prévenir du danger Kraken et on revient sur un Majin Buu qui abandonne carrément le combat. C'est Majin Couille en fait, dans toute sa splendeur. Retour sur nos héros tous réunis pour faire une parenthèse sur le lore de Dragon Ball, notamment les origines de Namek ainsi que celles de Shin, comme on l'apprend, le Glind prénommé Nahare. Nos amis repartent dans le même vaisseau sous le regard d'un Eva au sourire narquois, une fin d'épisode somme toute assez suspecte. Épisode 11 dit la légende. Et il y en a des choses à dire sur cet épisode. Ouais, il y en a un tas même. Et on va en parler. On reprend alors pile sur la fin de l'épisode précédent. Et c'est ce vieux Neva qui apparaît juste avant que nos amis repartent et se présente à eux. Le vieux Namek heureux à la vue de la Dragon Ball, Piccolo lui demande s'il est bien Neva pour être connu comme le Namek légendaire. Et on apprend alors le nom de Katatz, le père de Piccolo, évoqué par Neva. Les faits s'éclaircissent lors de leur échange. Neva affirme avoir obéi à Goma sans aucune mauvaise intention. Ce dernier les observant d'ailleurs est contrarié par leur rencontre. Neva leur demande de les rejoindre et essuie un refus compte tenu le risque de surcharge du vaisseau.
Il leur demande donc si l'un d'eux parle le Namek pour l'utilisation des Dragon Ball du Daimakai. Goku se retourne donc vers Piccolo pour confirmer que c'est bien le cas. Et là, grande surprise, Piccolo répond qu'il a oublié la langue. Carrément, quoi. Piccolo, Alzheimer. Le gars est amnésique. Pourquoi cette grosse incohérence qui, comme vous le voyez, mérisse le poil? J'ose espérer que quelques épisodes plus tard, on nous expliquera qu'il a juste feinté de manière purement stratégique pour garder ce vieux Neva à l'œil. Je vous le dis parce que là, ça commence à me zaaf en fait. Ouais, je dis zaaf. Parce que quand je le dis, c'est qu'au fond là, c'est énervé, mais énervé plus. D'ailleurs, puisqu'on est sur les trucs énervants, parlons d'une chose dans cet anime. Dans Dragon Ball Daima, on touche au lore de Dragon Ball Z. Toucher au lore, c'est bien, c'est même très bien, mais à un moment donné, c'est du bourrinage là en fait. Je veux dire, les Kaioshin, ils viennent du Daimakai, et à la base ils s'appellent des Glind, ok, d'accord. Les Namek, bah apparemment c'est la même chose, hein, parce que l'original planète Namek, elle est dans le Daimakai. Attends, c'est pas fini. Les Saibamen, ils viennent aussi de là-bas. Bah ouais, tant qu'à faire, hein, puisque apparemment c'était des graines de la sorcière Marba. Mister Popo, bah c'est la même salade, hein, Meskin, lui aussi, l'a embarqué dans leur délire. Parce qu'attends, tous ceux qui ont les oreilles pointues, ils viennent forcément du Daimakai. C'est pas fini! Pire, pour couronner le tout, les Dragon Ball, les boules de cristal, qui sont quand même le blaze de l'œuvre de base, hein, eh ben, elles aussi, elles viennent de là-bas. Parce qu'en fait, les 3 Dragon Ball du Daimakai, eh ben, c'est celles-là, les originales. Alors c'est bien de toucher au lore pour faire des liens avec l'œuvre de base, c'est même très bien, mais là les refs, faut arrêter de déconner quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut doser quand même. T'as vu moi maintenant, dans Daimakai, le seul mot que je retiens, c'est Kai. Bah ouais, parce que disons-le clairement, leur traitement, c'est de la Kai. Mais revenons-en à nos moutons. Donc après cet Alzheimer improbable de Piccolo, on retrouve Harinsou qui se rend auprès de Marba pour lui rapporter l'échec cuisant de leur Majin Ku ou Majin Couille dans le potager. On notera d'ailleurs que son air naïf et enfantin est plutôt drôle, voire même attendrissant. On le sent tout gentil, quoi. C'est même plus que ça, parce qu'en plus d'être gentil, il s'avère être même très utile par la suite. Fier d'avoir aidé, il va subir de l'ingratitude et du manque de reconnaissance en permanence, ce qui ne suscitera d'ailleurs aucune mauvaise réaction de sa part sur le coup. Cela dit, est-ce que ça cache pas une explosion, une rébellion à venir dans les prochains épisodes? Du coup, elles partent sur une phase 2 de leur création initiale, devant la joie de Majin Ku à l'idée d'avoir un petit frère. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de se rapprocher davantage de Majin Buu. Alors la conception implique que la graine de Saibaman soit implantée plus profondément afin que le côté Majin Buu soit beaucoup plus mis en avant. Et un petit retour dans le vaisseau qui cette fois réunit tout le monde. Neva qui explique à Bulma à quoi servaient les 3 Dragon Ball, en l'occurrence récompenser les Namek de leurs efforts, et dans le même temps on apprend qu'il a mis en place les Tamagami pour que ces Dragon Ball justement ne soient plus accessibles par des gens mal intentionnés. Par ailleurs, Neva confie qu'il compte bien faire revenir tous les Namek sur leur planète d'origine, en l'occurrence dans le Daimakai. Bon, ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas les détails qui me plaisent le plus, et encore, je pèse mes mots. Neva, très étonné de l'entrain de Vegeta et Goku à vouloir se mesurer au Tamagami, franchement, ça se voit que ça ne le laisse pas insensible. On notera dans cette scène qu'il les garde bien à l'œil. Un indice de plus pour la suite, est-ce que Neva deviendra l'antagoniste numéro 1? Affaire à suivre. Et enfin, on assiste à la conception de ce nouveau Majin. C'est donc Majin Ku lui-même qui plante la graine de Saibaman et se réjouit d'avance de ce bail de petit frère. Et c'est la naissance de ce nouveau Majin, Majin Dou. Forcément, son chara-design se rapproche davantage de celui de Buu. Franchement, très gaulerie d'apparence, même dans sa façon de parler d'ailleurs. Et comme un bon Buu qui se respecte, il raffole de chocolat. Tout de suite, il a pour ordre d'aller se mesurer au Tamagami numéro 1. Et clairement, ce nouveau Majin, à première vue, il est bien plus fort que son prédécesseur. Là, le Majin Dou, c'est clairement pas du Majin Douille. Et on switch sur Vegeta, qui passe enfin à l'action, la vraie cette fois, puisque lui aussi va se mesurer à un Tamagami, le restant, donc le numéro 2, évidemment. Là, ce Tamagami, on dirait un mélange du 3 et du 1. Par contre, là, on a un Tamagami avec une sacrée répartie. Vous verrez bien la punchline qu'il lance à Vegeta quand Vegeta se pointe devant lui.
il le prend de haut, il le prend pour un enfant qui vient se mesurer à lui, et c'est assez drôle d'entendre et de voir la phrase qu'il lui balance. Ce Tamagami qui aperçoit Neva, son concepteur du coup, juste derrière, ravale ses paroles et prend tout de suite Vegeta au sérieux. Et là, franchement, on a un deuxième combat qui démarre sur les chapeaux de roue. J'aime beaucoup, c'est de la bombe. Franchement, dans Dragon Ball Daima, on va pas se bluffer. Faut être honnête, il faut relever une fois de plus une qualité d'animation vraiment top dans les scènes de combat. Un vrai plaisir pour les yeux. Après, j'avoue, là, le plaisir est doublé maintenant que c'est Vegeta qui se tape, parce qu'il aura quand même fallu, et ça, c'est pas normal, il aura fallu attendre jusqu'à l'épisode 11 pour le voir à l'œuvre. Et je vais me répéter, il y a vraiment une animation au top pour les phases de combat. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment le point fort de Daima. Là, la direction artistique, pour le coup, franchement, rien à dire. Des scènes de combat, franchement, qui sont vraiment stylées. Ça fait plaisir. Et du coup, on finit cet épisode sur un Vegeta qui, pendant son combat, se fait carrément avaler par un Kraken, enfin par le Kraken, parce qu'apparemment, il y en a qu'un, ce Kraken qui refait surface. Et très honnêtement, je regrette quand même qu'un combat tant attendu, parce qu'on parle quand même de Vegeta, voilà, première confrontation, vraie confrontation du coup, épisode 11. Le combat commence, il commence super bien et il se fait interrompre par cette péripétie à la con, parce que oui, disons-le, c'est une péripétie à la con, mais bon, voyons ce que nous réserve la suite. Et on va clôturer cette review sur l'épisode 12 qui lui marque la fin de la première partie de Dragon Ball Daima, épisode sur lequel il y a pas mal à dire. Alors on reprend sur la confrontation de Vegeta qui sans difficulté se sort de la bouche du Kraken, évidemment, on n'en attendait pas moins de sa part, en se transformant en Super Saiyan 2 comme les éclairs nous le font comprendre. Dans une animation toujours pour nous mettre au beurre, hein, parce que c'est vraiment beau, et la supériorité de Vegeta qui commence à se faire sentir. On revient dans la foulée sur le combat de Majin Buu. Alors franchement, les combats interposés, ouais, c'est bien. Mais là, pour le coup, je trouve que ça fait un peu trop. C'est juste une question de dosage, en fait. Moi, je les regrette, ces coupures systématiques qui font qu'aussi vite on est plongé dans un combat, on en ressort aussitôt pour en voir un autre. Là, pour le coup, c'est pas ouf. Moi, j'ai le sentiment que ce choix, il nous gâche un peu la fête, mais bon, après, en même temps, ça reste que mon ressenti, quoi. Un Majin Buu toujours aussi amusant, avec des phases à la boubou. Par contre, lui, il te transforme pas en chocolat, mais il arrête directement le combat pour en faire son caprice. Ça, c'est du Majin Buu. À côté de ça, un Majin Buu toujours aussi sympa et serviable, qui s'empresse d'aller lui en chercher. Re-switch sur le combat de Vegeta avec un Eva qui va donner de la patate normale à son Tamagami, le voyant dépassé par notre Super Saiyan. Questionné par les autres, Neva répond qu'il ne fait que répondre aux attentes de Vegeta parce qu'il aime le combat, et en soi, c'est un argument valable. Hein. Re-switch encore sur l'autre confrontation, Majin Buu gobe son chocolat, et c'est une sorte de power-up pour lui aussi. Alors il a beau être capricieux en réclamant son chocolat, mais c'est clairement pas un Majin Buu. Hein. Je veux dire là, le mec, il est opérationnel. D'ailleurs, malgré le regain de puissance du Tamagami face à lui, il met littéralement fin au combat avec brio. Et tout ça sous les yeux effarés de nos deux antagonistes principaux. Enfin, principaux, vu comment ils sont à la ramasse, ces deux-là, on se demande si c'est encore les antagonistes principaux. Goma et Degetsu complètement dépassés par les événements. Et comme vous le savez maintenant, à chaque fin de combat contre un Tamagami, il y a cette petite énigme de fin à résoudre. Et là, le Tamagami nous sort un calcul de l'espace pour lequel il attend un résultat. Évidemment, Majin Buu n'y comprend que dalle. C'est d'ailleurs le cas pour tout le monde, vu la difficulté du dilemme. Et on a un Majin Buu qui, tout à coup, fait preuve d'une intelligence supérieure et donne en un temps record le résultat d'un coup. Du coup, je t'ai fait une phrase pleine de coups. Ça passe. Il le souffle à son collègue qui le répète et récupère donc la Dragon Ball pour le plus grand plaisir d'Arinsu. Et comme je vous l'avais évoqué lors de l'épisode précédent, on a un Majin Buu très sympa, plus que serviable, et c'est précisément à cet endroit qu'il se montre indispensable, parce que là, sans lui, au final, la Dragon Ball, elle serait encore entre les mains du Tamagami. Mais une fois de plus, il subit le manque de reconnaissance d'Arinsu. Franchement, ça se fait hop. Alors là, ça l'interpelle 2 secondes, mais aussitôt, il passe outre. Donc la question c'est, est-ce que avec cette accumulation de maltraitance et de manque de reconnaissance, il va rester indifférent tout du long, ou est-ce qu'à un moment donné, il va s'énerver et se rebeller? Alors moi perso, je le vois plutôt comme une rébellion à venir.
Mais bon, dans Dragon Ball Daima, force est de constater que la logique n'est pas spécialement au centre de l'œuvre. D'ailleurs, pour ce qui arrive, vous allez voir que la logique, malheureusement, on va en parler. Donc, Goma qui voit ça de son écran pète un câble en espérant les autres Dragon Ball à l'abri. Et en vérifiant, il constate que c'est pas du tout le cas à la vue de Vegeta en plein combat. L'occasion enfin de revenir sur cette belle confrontation entre R et Mère que dispute Vegeta. Et là, on le retrouve maintenant à son tour dépassé par son adversaire suite au regain de puissance de ce dernier. Assommé dans l'eau, il se réveille aussitôt en pétant le Super Saiyan 2, normal, bien vénère, comme on l'aime, précédé de sa puissance dévastatrice. Il ressort de l'eau dans cette même rage, grosse veine sur l'arcade sourcilière, et là, accrochez-vous mes amis, parce que là, il y a vraiment une grosse surprise. En fait, on l'appréhendait un peu quand même. Vegeta, pour la toute première fois, nous pète sa transformation en Super Saiyan 3. Oui, c'est bien ça. Pas un, pas deux, mais trois. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit, Vegeta Super Saiyan 3. Alors là, j'en ai des choses à dire. D'ailleurs, faut que je bois une gorgée là, puisque là, bon, pas de pub, hein. On camoufle bien la marque. Pas de publicité ici. Donc, fallait que je me désaltère parce que là, je crois que je suis débordé d'émotions. Débordé d'émotions et on ne peut plus mitiger. Je vais vous dire, on peut parler d'événements et même d'avènements carrément. Et moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis partagé, mais de fou malade. Je m'explique. Le Super Saiyan 3, moi, pour Vegeta, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas droit. C'est une forme dans laquelle j'ai toujours voulu le voir et de manière officielle. J'entends par là, pas un fan art ou un Super Dragon Ball Heroes, ça compte pas, c'est zéro, on est d'accord. Donc moi, qui ai toujours voulu le voir comme ça et dans une forme adulte, je suis à la fois content, hypé et à la fois hyper déçu. Je vais vous dire, c'est fou la manière dont je suis partagé. Alors, hyper déçu, pourquoi? Quand je vous disais tout juste sur ma déballe de l'épisode précédent que le manque de logique, c'est pas spécialement le point fort de l'œuvre et qu'on y allait avoir droit à nouveau, et voilà, on y est et en plein dans le mille. Et on va détailler. Premièrement, Sangoku. Et vous noterez bien que c'est la toute première fois depuis le début de cette vidéo que je l'appelle comme ça, par son nom entier et comme je l'appelle depuis tout petit d'ailleurs. Donc je disais Sangoku, deuxième fois, quand tu sais que pour avoir le Super Saiyan 3, il s'est entraîné 6 ou 7 piges, je sais plus, dans l'au-delà, et c'est bien de préciser l'au-delà parce que c'est un contexte où la perte d'énergie n'entre pas en ligne de compte. Sachant que le SSJ3, le Super Saiyajin 3, est connu pour être une forme puissante, mais somme toute énergivore. On est d'accord. Donc, comment tu nous sors un Vegeta qui, depuis ses derniers combats, à savoir époque Arc-Bout, puisque je le rappelle, hein, dans Daima, on se situe juste quelques mois après l'Arc-Bout. Comment tu nous sors un Vegeta qui te chie un Super Saiyan 3? Comment? Sauf erreur de ma part, moi, dans le début de l'œuvre, je l'ai vu ni s'entraîner, ni dans la salle du temps. Ah si, pardon, le seul truc qu'il faisait, c'était du soulevé de terre. Du soulevé de terre ou du développé couché, hein, s'il vous plaît. Tout ce qu'il y a de plus humain. Si tu veux me sortir un Vegeta Super Saiyan 3 à l'épisode 12, et ouais, je me retrousse les manches parce que moi, si tu veux, cette histoire de Vegeta SSJ3, ça me chamboule un petit peu, tu vois. Donc, si tu as envie de me le sortir à l'épisode 12, ton Super Saiyan 3 de Vegeta, dans ce cas-là, montre-le-moi au tout début en train de se craquer sa race de Saiyan dans la salle du temps. Mais pas comme ça. Respectez-moi. Respectez-nous. Non. À la place, vous nous mettez une Bulma qui nous sort. Il s'est beaucoup entraîné tout seul. Donc ça, là, pour vous, ça, c'est suffisant pour que ça tienne. Sérieux? De plus, encore une fois, et je le rappelle, on parle d'une forme énergivore. Elle est connue pour ça, d'accord? Et là, il est dans un corps d'enfant de 6 ans, le bordel. Et pire encore, à la fin, le gars, normal, ça va, tout va bien, pas plus fatigué que ça. C'est génial. Mais c'est pas fini. Ça, c'était pour la partie logique. Maintenant, il y a aussi la partie esthétique. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. C'est quoi ce choix-là de nous foutre ses cheveux en l'air façon Beast Gohan? Ouais, ça m'a fait penser à ça. Et c'est une forme que je déteste tout autant, hein, soit dit en passant, pour les mêmes raisons, logiques et esthétiques. Beast Gohan, tu prends la même appellation et t'enlèves le S. Voilà, maintenant tu sais ce que j'en pense. Et pour en revenir à notre Vegeta SSJ3 là,
Alors on va me sortir, ouais, mais tu sais, dans la première réalisation de cette forme, les cheveux étaient en l'air comme ça. Déjà, un, qu'est-ce que je m'en bats les reins? Et deux, dans cette réalisation, sauf erreur de ma part, ils partaient pas autant en cacahuètes que ça, les veuches. Et il y a un autre détail aussi esthétiquement que je trouve tout autant foireux, hein. Je sais pas, moi, au niveau de ces arcades sourcilières, là, il n'y a pas un truc qui cloche? Moi, j'aime pas. Je sais pas, trop gonflé ou trop fait à l'arrache. Bref, franchement, vous m'avez gâché mon plaisir. Du coup, je suis tellement frustré que j'ai même plus envie de vous raconter la fin de l'épisode. Franchement, allez le voir directement, faites-vous votre opinion, et puis comme on dit, hein, tous les goûts sont dans la nature. Bon, moi, pour finir sur une bonne note, je vais quand même regarder le verre à moitié plein sur le Super Saiyajin 3 de Vegeta. Franchement, il n'y a pas à dire, hein, dans le combat, il pète la classe. Même si le combat est coupé par la face du Kraken, là, bon, verre à moitié plein, on a dit. Ouais, esthétiquement, niveau combat, c'est la classe. Bras croisés carrément au niveau du Végito. Après, en soi, ce côté de Végito nous vient directement de Vegeta aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc qui caractérisait bien Végito dans sa gestuelle, et je pense qu'à l'unanimité, ça, on aime. Et puis, il y avait aussi la phase où il passait de Super Saiyan 2 à Super Saiyan 3. Franchement, il y avait de super beaux plans sur Vegeta. Esthétiquement, là, vraiment, on y était jusqu'à temps que... Enfin, voilà, quoi. Et c'est comme ça que cette giga review de 12 épisodes exceptionnels pour le lancement de la chaîne touche à sa fin. Si t'es resté jusque-là, t'es un bon. Et comme promis pour cette première partie de Dragon Ball Daima, voilà ma note. Pour moi, ce sera un 6. Allez, 6,5, mais pas plus. Rendez-vous bientôt pour un nouvel AKVLD. À la prochaine sur la même chaîne.